Bonsoir à tous. À la une de ce journal, un scandale agricole est en gestation au Cameroun. Le gouvernement mise sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, pour booster la production agricole. Cette annonce a suscité une levée de boucliers de la société civile au regard du danger que représentent les OGM pour la santé de l'homme. Autre titre phare de ce journal, la rentrée scolaire se déroule-t-elle sur fond d'arnaque au CES de la Cité SIC à Douala? En plus des frais d'APE, des parents ont été appelés à débourser 10 000 francs pour chaque élève afin de contribuer à la construction de nouveaux bâtiments. Ces frais supplémentaires sont jugés inacceptables et incompréhensibles. En deuxième partie de ce journal, nous analyserons le silence de Paul Biya au regard de cette série d'attentats meurtriers perpétrés à l'extrême nord. Les victimes, l'opinion nationale devrait-elle se contenter des messages de réconfort du chef de l'État transmis par ses représentants? Les actes posés par Paul Biya jusqu'ici sont-ils plus pertinents que la présence du chef suprême des armées sur le théâtre des opérations? On en parle dans la deuxième partie de ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Il y a eu encore des casses et des expulsions forcées à Douala. La scène s'est déroulée cette fois-ci à Bali, dans le 1er arrondissement. À la surprise générale des populations, les occupants d'une maison ont été expulsés de force, les effets jetés dans la rue et la maison détruite par un gros engin. Cette violence, à l'origine de cette violence, un litige foncier entre plusieurs acquéreurs. Reportage Didier Patrice Aoué. Nous sommes au quartier Bali, ici à Douala. Une forte présence de gendarmes attire notre attention et suscite notre curiosité. Dès notre approche, nous sommes aussitôt repoussés par les hommes en tenue. Interdiction formelle de filmer, encore moins de rentrer dans le périmètre de conflit, pouvait-on entendre. Et pour cause, les instructions étaient fermes là-dessus. Notre insistance finit tout de même à porter ses fruits. Un immeuble de 2 niveaux se vide progressivement de son contenu et aussi de son ossature sous le regard impuissant des populations. Des sources trouvées sur place nous font état de ce qu'il s'agirait d'un conflit opposant plusieurs acquéreurs sur le même site et vont plus loin préciser que ce dossier est bien connu des cabinets juridiques et autres auxiliaires. Un homme d'affaires serait donc à l'origine de cette descente musclée ce matin au quartier Bali ici à Douala. De nombreux biens sont expulsés avec une violence incroyable depuis le 2e niveau. Jusqu'au moment où nous partions du site, les cas s'intensifiaient. La décision du juge sur cette affaire est encore attendue, ce qui ne semble pas être du goût de l'un des concernés. L'huissier de justice trouvé sur place nous a confié hors antenne que le processus est bien loin d'être terminé. Dans le reste de l'actualité, lutte contre le désordre urbain, la communauté urbaine de Douala a posé des scellés sur les portes des agences de voyage situées au carrefour Bessengue à Douala 1er, ainsi qu'au lieu dit Total Bessengue. La communauté urbaine de Douala reproche à ces agences de voyage d'exercer leurs activités sur un site non autorisé. L'opération qui s'est déroulée ce mardi matin avec l'appui de la police fait suite à de nombreux rappels à l'ordre que la communauté urbaine de Douala avait fait à ces agences de voyage, sommées de regagner la gare routière de Bonabéry dans l'arrondissement de Douala 4e. Je vous le disais en titre, c'est une question qui taraude l'esprit des parents qui inscrivent leurs enfants au CES de la Cité SIC à Douala. En plus, cette rentrée scolaire se déroule-t-elle sur fond d'arnaque? Dans ce CES, en plus des frais d'APE exigés au sein de ce CES, les parents ont été appelés à débourser 10 000 francs CFA pour chaque élève afin de contribuer à la construction de nouveaux bâtiments. Dans quel registre s'inscrivent ces frais supplémentaires? Comment réagissent les parents? C'est une enquête de Mitterrand Dame et Étienne Pascal Azégué. Dur pour les parents d'élèves du collège d'enseignement général de la Cité SIC qui doivent puiser un peu plus dans leur bourse cette année pour s'acquitter des frais d'APEE. Il va falloir avant toute chose s'acquitter du premier montant qui s'élève à 29 500 francs CFA par enfant. Ce montant de 29 500 francs a eu l'aval de tous les parents en assemblée générale. Vous savez, les taux de l'APE sont fixés normalement par l'assemblée générale. Ce n'est pas des individus qui fixent le taux de l'APE. Les parents d'élèves ont certes donné leur onction pour ce montant à payer,
Mais reste à savoir si ces derniers sont toujours tenus informés de la façon dont cet argent est géré. Ce montant englobe beaucoup de rubriques. Et nous avons les frais, n'est-ce pas, comment dirais-je, les frais d'informatique qui sont inclus, les frais, n'est-ce pas, des tenues de sport qui sont inclus. Tout est là-dedans dans les 29 500. D'autres frais supplémentaires se sont ajoutés cette année au CES de la Cité SIC à Douala. Les parents ont obligation de se substituer à l'État pour offrir des bâtiments aux élèves. Nous apprendons ici. Cette année, il y a eu une augmentation de 10 000 francs qui a été arrêtée à l'Assemblée générale de fin d'année. Pourquoi? Parce que nous avons eu un problème sérieux. Nous sommes un CS qui, n'est-ce pas, est en train d'aspirer à un lycée. Alors, lors de nos séminaires à Yaoundé au ministère, il a été dit que notre effectif, effectivement, mérite un lycée, mais nous sommes butés aux infrastructures. Alors, les infrastructures, donc, il fallait bien, l'État a dit qu'il ne peut pas tout donner. L'État nous a donné des bâtiments, des locaux déjà pour notre CS. Il a fallu la contribution des parents pour cet apport d'infrastructures. Si construire les salles de classe est désormais la mission assignée aux parents d'élèves dans les établissements publics au Cameroun, à quoi sert donc le ministère des enseignements secondaires qui, comme on le sait très bien, bénéficie de la deuxième plus grosse enveloppe budgétaire que l'État alloue à chaque département ministériel, soit 251 milliards 478 millions de francs CFA. En attendant de voir un peu plus clair sur ce problème des bâtiments dans nos établissements publics, ce sont les poches des parents d'élèves qui prennent un sérieux coup. Restons dans ce chapitre. L'une des principales causes de l'échec scolaire, c'est l'indisponibilité des enseignants à dispenser des cours aux élèves. Le ministre des Enseignements secondaires les a remontés les bretelles à Yaoundé. Louis Bapès indique que l'amélioration des résultats actuels dépend tout d'abord des enseignants. Plus de précisions avec Emmanuel Diop et Marcelin Gansop. Louis Bapès n'est pas allé du dos de la cuillère. Le ministre des Enseignements secondaires a demandé aux enseignants qui font l'école buissonnière de changer carrément de métier. Leur place est ailleurs que dans les salles de classe. Ceux-là n'arrivent même pas à couvrir les 3 heures hebdomadaires de cours. Et c'est normal. C'est de la tricherie. On n'aide pas les enfants. Eux aussi doivent comprendre qu'ils sont là pour les enfants. Ils doivent les encadrer rationnellement. Ça nous dérange beaucoup. C'est vrai que ce n'est pas la majorité. Mais cette petite minorité-là, nous sommes derrière elle pour changer la donne. Nous allons accentuer, n'est-ce pas, le contrôle de l'assiduité et surtout veiller à ce que tous les maillons de la chaîne pédagogique, à savoir les censeurs, les surveillants généraux, mettent en pratique la réglementation qui stipule que eux, au moins, ils ont droit à 6 heures au moins de cours par semaine. Et quant à nous, les chefs d'établissement, à 4 heures. Le patron des enseignements secondaires n'a également pas loupé les 6 500 000 élèves qui ont repris le chemin de l'école ce 7 septembre. Ils doivent être assidus et travailleurs pour relever le taux de réussite qui ne cesse de baisser. Cela est possible à condition que tous les acteurs jouent effectivement leur partition, y compris les parents qui baissent de plus en plus la garde. Nous souhaitons voir que nous, les parents, nous ne laissons pas tout à la charge de l'école. Combien connaissez-vous de parents par ces temps-ci qui pensent à jeter un coup d'œil sur le bulletin de notes en fin de trimestre de l'enfant? Combien de parents vont jeter un coup d'œil pour voir le programme télé que les enfants sont en train de suivre? L'année scolaire 2015-2016 est placée sous le thème de la professionnalisation des enseignements pour la formation des citoyens aptes à soutenir la croissance. Un thème qui interpelle l'ensemble de la communauté éducative. Application de l'approche par compétence, par excellence. Les enseignants savent déjà ce qu'ils ont à faire par rapport à ça. On leur met seulement la pression pour qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Si on se rend compte que les cours qu'on donne aux enfants, les notes ne suivent pas, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'on essaie au moins de modifier notre façon d'enseigner. Cette indisponibilité des enseignants se fait déjà ressentir dans plusieurs établissements scolaires situés dans le département du Mungo. C'est du moins le constat qu'ont fait Jacquino Mollan
et Albertine Bichaga dans ce reportage. Lycée de Loum, ce 7 septembre, plusieurs élèves ont répondu présent pour ce premier jour de classe. Ici, pas de détecteur de métaux à l'entrée de l'établissement, mais cela ne sous-entend pas que cette rentrée n'est pas prise au sérieux. Au contraire, rassure le patron des lieux, l'école a véritablement commencé à Loum comme partout ailleurs. Les cours ont commencé et les instructions vendredi le 4 septembre pendant l'Assemblée générale ont été données pour que les cours soient effectifs. Et dès la semaine prochaine, si un candidat d'aventure, si un élève d'aventure arrivait en classe, il va se rendre compte qu'il est bien en retard. Scénario similaire au lycée bilingue de Ndjombe. Ils sont des centaines à avoir pris d'assaut le lycée ce 7 septembre. Mais il faudra ici passer par la phase de la fouille à main nue, sécurité oblige. Pour les parents, l'identification passe par la présentation de la carte nationale d'identité. Je ne savais pas qu'on demande la carte d'identité et à ma grande surprise, on me dit qu'il faut donner la carte d'identité. Je n'ai pas. Il faut que je rentre à la maison pour chercher. Il est cependant à noter que c'est à deux vitesses que s'est faite cette rentrée scolaire dans le département du Mungo. Si dans les lycées, plusieurs élèves ont répondu présents, dans les collèges privés, les salles de classe sont restées quasiment vides. Quoi qu'il faut quand même remarquer que le nombre, il n'y a pas affluence. Le nombre d'élèves présents est réellement restreint. Mais ça, c'est de coutume à Loum, parce que les parents se disent toujours qu'il faut une semaine avant d'envoyer les enfants à l'école. Des parents qui se plaignent également de la cherté de ces écoles. On a l'habitude de dire au collège Saint-Pierre-et-Paul, c'est cher, on ne sait pas comment faire pour payer. Tout compte fait. C'est avec ces hauts et ces bas que le département du Mungo a fait sa rentrée scolaire ce 7 septembre. Le coup d'envoi étant donné, la balle est désormais dans le camp des élèves. La plupart de ces enfants vous ont peut-être raconté leur première journée de classe. La leçon inaugurale portait sur l'attitude à adopter pour éviter de tomber dans les pièges des terroristes. Dans quel contexte sécuritaire se déroule cette rentrée scolaire? C'est l'analyse de Guy Zogo. Il y a souvent eu des rentrées scolaires au Cameroun, naturellement avec leur lot de problèmes, mais celle 2015-2016 est toute singulière. Cette année, en effet, la menace Boko Haram plane dangereusement sur l'année scolaire qui commence aujourd'hui. Après 5 semaines d'accalmie, sans attentat-suicide, depuis ceux qui avaient secoué Fotokol et Maroua, faisant pas loin d'une 60aine de morts, le réveil a été brutal le 3 septembre dernier, suite au double attentat de Kerawa. Sur le carreau, plus de 40 morts et une centaine de blessés ont été enregistrés. C'est assurément un message de terreur qu'a envoyé Boko Haram à quelques encablures de la rentrée scolaire. Le but ultime poursuivi étant de faire comprendre à tous que son infrastructure du mal reste intacte et qu'elle peut encore frapper, y compris au cœur des établissements scolaires. Ce timing de l'horreur a le don de ne laisser personne indifférent, sinon de perturber sérieusement l'ensemble de la longue chaîne des acteurs impliqués dans l'éducation au Cameroun. Déjà, conscients du risque, les ministères des enseignements secondaires et de l'éducation de base ont dû se résoudre à fermer les portes de plus d'une centaine d'établissements du secondaire et d'écoles du primaire. Au ministère des enseignements secondaires, explique-t-on, les élèves des établissements fermés seront accueillis par des établissements beaucoup plus sécurisés, naturellement, avec leurs enseignants. À l'éducation de base, il n'y a pas plus de précision sur cette question, même si on peut penser que le choix sera laissé aux parents de trouver les meilleures solutions pour leurs enfants. Mais au-delà, et sur l'ensemble du territoire national, l'équation de la sécurité se pose plus que jamais à tous au cœur de cette rentrée scolaire. La circulaire relative prise par Louis Bapès au ministère des enseignements secondaires est certes déjà en aiguillon, mais il faudra certainement plus, car ces dernières semaines, un relâchement a été observé, beaucoup pensant que les attentats suicides étaient derrière nous. Il n'en est rien, comme on vient d'en faire l'amer constat. À chacun donc de bien intégrer que nous sommes tous Fotokol, Maroua et Kerawa, parce qu'il s'agit effectivement du Cameroun, donc de Yaoundé, Douala, Bafoussam, Bamenda, Boya, Garoua et Ngaoundéré, qui est dans son ensemble visé par Boko Haram. Je vous propose à présent de vivre le quotidien des populations de Kerawa au lendemain de ce double attentat perpétré il y a quelques jours. La vie reprend timidement son cours, malgré le déplacement des populations vers des villes plus sécurisées. Reportage Amadou Daïrou et Flavien Dongo. Et voici Kerawa, au lendemain des attentats qui ont fait plusieurs morts.
Au-delà des soldats camerounais qui quadrillent le village, les dégâts observés ici et là démontrent à suffisance que l'attentat suicide perpétré par les kamikazes a eu un impact négatif sur les habitants de ce village frontalier au Nigeria. La violence des actes perpétrés dans ce village par Boko Haram a fait fuir les occupants de cette partie de l'extrême nord. Et du coup, l'on ne parlera pas de rentrée scolaire dans ce village. Assis à même le sol et parfois debout, quelques rescapés pour la plupart des Nigérians amassés sous des arbres retrouvent peu à peu le sourire avec l'arrivée sur le site des autorités administratives de la région. Les soldats veillent au grain. Le réconfort du chef de l'État aux populations sinistrées est transmis ici par le gouverneur de la région de l'extrême nord. Malgré cela, l'ambiance est morose. Les portes des domiciles et commerces sont fermées, la sécurité renforcée, il faut rassurer les déplacés et c'est le rôle que joue l'autorité administrative. Au lendemain des attentats suicides à Kerawa, la vie reprend timidement. Après Kolofata et Marwa, la secte islamiste Boko Haram a choisi cette autre localité frontalière au Nigeria dont elle semblait avoir plus ou moins le contrôle. Et depuis cette lâcheté qui a coûté la vie à plusieurs familles camerounaises, tout semble terminé pour elle. L'armée camerounaise multiplie désormais des stratégies. Entre-temps, l'autorité administrative appelle à plus de vigilance. Près d'une semaine après les dernières attaques sanglantes qui ont secoué cette partie septentrionale du pays, les populations attendent encore la réaction du chef de l'État. Paul Biya semble confirmer que la politique nationale en vigueur est axée sur le silence. La réaction des hommes politiques dans ce reportage d'Auréole Tchoumi. Kerawa est pour l'heure la dernière ville du Cameroun à avoir essuyé la colère de Boko Haram. Cette petite ville de l'extrême nord du pays a payé le plus lourd tribut avec près de 40 morts. Le samedi 5 septembre dernier, les démineurs du groupement polyvalent d'intervention de la gendarmerie nationale ont désamorcé un engin explosif au quartier Messa à Yaoundé, selon une source digne de foi. Samedi 25 juillet 2015, Marwa enregistre un attentat suicide dans un bar très fréquenté de la ville. Le vendredi 24 juillet, Mora passe tout près d'un attentat. Mercredi 22 juillet, Marwa est frappé par 2 attentats suicides. Le mardi 13 juillet 2015, Fotokol essuie un double attentat suicide. C'est la énième fois que cette ville est attaquée. Le 12 janvier 2015, Kolofata est le cœur de cible de Boko Haram. Le 1er janvier, un bus d'une agence de voyage plein de passagers est attaqué sur l'axe Ouazamora. De nombreuses personnes sont tuées et plusieurs autres portées disparues. Ces clichés, triés parmi tant d'autres, prouvent à suffire que le Cameroun est en guerre à divers fronts. Mieux que le pays fait face à un péril grave menaçant l'intégrité du territoire, la vie et les institutions de la République. Pourtant, du côté des Toudis, on reste sans nouvelle aucune du garant de la stabilité du pays. Paul Biya s'est jusqu'ici démarqué par un silence devenu traditionnel. Le silence du président de la République a même inspiré une thèse de doctorat d'un journaliste proche du pouvoir. Pour Jacques Famendongo, ministre de l'Enseignement supérieur, Paul Biya participe de la communication non verbale, qui n'est pas inférieure aux autres formes de communication. Les caciques du pouvoir parlent d'un silence dynamique et fécond. Une théorie qui contraste avec l'image de lui rendant un hommage aux soldats camerounais tués au front de guerre au quartier général de Yaoundé. Sans doute se sentait-on déjà fort gêné à Itoudi de voir que malgré tout ce par quoi traverse le pays en ce moment, le garant de l'unité nationale ne trouve mieux que de charger Ferdinand Gongo de pondre quelques communiqués. Inondations meurtrières, accidents routiers, gaffes ministérielles, conflits de compétences, incendies, rien n'émeut visiblement le premier citoyen. Rien qui puisse l'amener à prendre la parole pour s'adresser à une nation qu'il a choisie comme leader. Le 19 mai 2015 était passé sans l'ombre d'un discours présidentiel. Aucune visite à ce jour à l'hôpital militaire de Yaoundé où sont internés des hommes qui se sont lancés dans une guerre décidée à Paris le 17 mai 2014 par un seul citoyen sans aucune consultation du Parlement et des forces vives de la nation. Pour percer à jour le mystère du silence présidentiel, je reçois en deuxième partie de ce journal l'honorable Joshua Ossi
député et vice-président du SDF. Mais avant d'y arriver, un public reportage dans ce journal. Malgré les perturbations pour des raisons essentiellement techniques, Camerco, la compagnie aérienne camerounaise, a permis à tous ses passagers d'embarquer pour diverses destinations. Le dernier contingent de 320 passagers s'est envolé pour Paris, parti de Douala à bord d'un aéronef spécialement affrété par Camerco. Reportage. C'est dans les coups de 15 heures, passé de 10 minutes, que l'Airbus A330 ayant à son bord les passagers Camerco en partance pour Paris a décollé du tarmac de l'aéroport international de Douala. Un départ avec un ouf de soulagement puisque certains auront parfois attendu des jours. Une situation qui se justifie par plusieurs facteurs exogènes au fonctionnement de la Camerco, selon ses responsables qui expliquent que les 3 avions constituant la flotte de la compagnie aérienne sont en ce moment en visite technique suite à de petites anomalies. Nous avons mis tous les efforts possibles en œuvre pour que notre exploitation se rétablisse et nous envisageons un retour complet à la normale dès la fin de cette semaine. De nombreux palliatifs ont été trouvés par la compagnie aérienne nationale pour apaiser la colère des passagers et surtout remédier à la situation. Donc, dans un premier temps, pour pallier à cette indisponibilité du jet, nous avons fait voyager les passagers sur notre Boeing 737 qui s'est avéré trop petit. On avait des soucis notamment pour transporter tous les bagages de nos passagers. Donc nous avons dans un deuxième temps fait voyager ces passagers sur des compagnies partenaires. Ça a été le cas pour les vols régionaux, également pour les vols à destination de Paris et au retour de Paris pour le Cameroun. Et dans un troisième temps, puisqu'il nous restait encore des passagers, étant en période de pointe, nous avons affrété un Airbus A330 pour transporter donc les passagers qui étaient encore ici au Cameroun et qui voulaient rentrer. Sachant que nous avons procédé par priorité. Les passagers qui avaient vraiment des situations urgentes et contraignantes, nous avons fait partir le plus tôt possible. L'annonce du plan de relance de 25 milliards de francs CFA déjà accordé à la compagnie, mais qui reste attendu dans les comptes, représente un élément salvateur qui permettra à l'Étoile du Cameroun d'améliorer qualitativement et quantitativement sa flotte. Nous tenons à rassurer la population camerounaise. Il est vrai que la compagnie nationale rencontre pour l'instant quelques difficultés, mais cela ne remet absolument pas en cause l'existence de Camerco. Bien au contraire, nous avons beaucoup d'espoir. Nous attendons avec impatience ces 25 premiers milliards qui seront suivis par 5 autres milliards et qui nous permettront enfin de faire rayonner très haut dans le ciel international l'Étoile du Cameroun. 800 passagers étaient concernés par ces perturbations. Les 320 derniers ont pris ce mardi la direction de Paris, la joie au cœur. J'ai dormi à l'hôtel parce que le vol a été annulé et maintenant je suis très contente de retourner chez moi. Malgré les perturbations, nombreux sont ceux des passagers qui continuent à voir en l'Étoile du Cameroun une fierté nationale. J'aimerais que vraiment cette situation ne se reproduise plus, puisque la Camerco quand même est un objet de fierté nationale. Plus que jamais, Camerco reste l'Étoile du Cameroun, une étoile qui brille malgré les difficultés d'ordre circonstanciel. C'est la fin de la première partie de ce journal. La seconde, c'est le débat avec l'honorable. Au regard de cette série d'attentats meurtriers perpétrés à l'extrême nord, les victimes et l'opinion nationale devraient-elles se contenter d'un message de réconfort de Paul Biya transmis par ses représentants? Les actes posés jusqu'ici par le chef de l'État sont-ils suffisants alors que l'on revendique sa présence sur le théâtre des opérations de lutte contre Boko Haram? Pour percer le mystère sur le silence présidentiel, je reçois en deuxième partie de ce journal l'honorable Joshua Ossi. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député et vice-président national du SDF. Alors, au lendemain de ces derniers doubles attentats perpétrés à l'extrême nord, le chef de l'État a transmis un message de réconfort grâce au gouverneur de la région de l'extrême nord. Pourquoi y a-t-il eu ce tollé de réaction au sein de l'opposition? Qu'est-ce qui choque? Écoutez, déjà, une pensée toute particulière à toutes les familles affectées dans l'extrême nord et aux blessés. Et
J'ai toujours le cœur qui saigne de ce qui se passe et je pense que quand le cœur saigne, on est révolté de voir que celui qui devrait diriger ce pays nous amène vers une guerre, parce que c'est lui qui déclare la guerre, il faut se le rappeler. Monsieur Paul Biya, le président de la République, a déclaré à Paris la guerre à Boko Haram. Et quand on déclare la guerre et quand on est en guerre, on ne prend pas de vacances. On finit avec cette guerre-là. Je ne me rappelle pas un seul instant avoir vécu ça ou entendu qu'un chef, qu'un commandant en chef des forces armées va en vacances pendant que ses troupes sont en guerre. Je pense que jusqu'aujourd'hui, on a vu ça avec un peu de légèreté peut-être, et c'est peut-être là le drame, et c'est ce qui lui permet de faire un peu ce qu'il veut, parce qu'il n'y a eu à aucun moment une communion avec ses troupes. On a vu d'autres chefs d'État, y compris le président tchadien Idriss Déby, qui a accompagné ses troupes jusqu'aux frontières du Cameroun quand il venait défendre notre pays contre Boko Haram. On a vu les présidents français en plein désert remonter le moral de leurs troupes en plein front. On a vu les présidents américains en Irak, en Afghanistan. Aujourd'hui, on ne sait pas si on est encore gouverné par un président ou pas, parce qu'on l'a vu nulle part. Et même quand nos soldats tombent au front, ils sont décorés par des ministres, et puis on est obligé de truquer les photos. On fait des photomontages au niveau de la présidence sur le site web pour faire croire aux Camerounais que le président était à cette cérémonie, alors qu'il était juste à quelques 5 kilomètres des lieux. Donc je pense que c'est très grave ce qui se passe, et cette dérive monarchique doit prendre fin, doit cesser. Alors, vous ne pouvez pas quand même occulter aussi les actes du chef de l'État pris dans le cadre de cette guerre contre le terrorisme. Je cite notamment les dons matériels et alimentaires acheminés aux populations victimes des affres de la guerre, les prescriptions d'un plan d'urgence pour la construction des écoles et lycées pour permettre aux familles démunies une échelle de valeur. Est-ce que les actes posés par le chef de l'État sont moins valables? Vous vous trompez de débat. Vous vous trompez de débat. Ces actes, c'est pour rattraper tout ce qu'il n'a pas fait pendant 30 ans dans cette région-là. Okay, parce que s'il avait normalement construit des lycées, il n'y aurait pas un plan d'urgence pour mettre des lycées. Si c'était normalement occupé des populations, il n'aurait pas besoin aujourd'hui d'un plan d'urgence. C'est parce que l'opposition a dit qu'il y a d'un côté un front de guerre et un autre côté un front socio-économique, que quand des bandits de Boko Haram peuvent se permettre de recruter des jeunes à 10 000 francs le mois pour venir tuer leurs propres frères et sœurs au Cameroun, c'est qu'il y a un problème de fond qu'il faut régler. Et je pense que ce n'est pas parce qu'il a pris des actes avec 30 années de retard qu'il faut applaudir. Quand un commandant en chef des forces armées déclare la guerre, il est au front. Et quand il n'est pas au front, il travaille. Il ne peut pas être en vacances. On est le seul pays au monde qui ne savons pas, qui sommes en guerre, et ne savons pas où notre commandant en chef des forces armées est, ne savons pas où notre président de la République est. Justement, dans une résolution spéciale du SDF, le dernier comité exécutif national, vous avez appelé le chef de l'État à prendre ses responsabilités et à s'adresser à la nation. Quel est l'intérêt d'un tel discours dans ce contexte particulier? Si ce discours avait été fait depuis le jour où il a déclaré la guerre, on n'aurait pas ce débat aujourd'hui. Parce que voyez-vous, il était chez son homologue français et sur le perron de l'Élysée, il a déclaré la guerre à Boko Haram. Il ne s'est jamais présenté à l'Assemblée nationale, il ne s'est jamais présenté devant les Camerounais pour expliquer qui sont ceux contre qui on fait cette guerre, pourquoi est-ce qu'on est en guerre, pourquoi est-ce qu'on est attaqué, quel est le problème de fond, nous ne savons pas. Nous sommes dans une guerre depuis 2 ans sur la base de rumeurs. Il n'y a aucune déclaration officielle. Vous balayez d'un revers de la main la déclaration du ministre de la Communication. Le ministre de la Communication est porte-parole du gouvernement. Nous voulons que le gouvernement parle, pas qu'on porte sa parole. Nous voulons que le gouvernement nous explique. Le président de la République, c'est constitutionnel, sauf si vous aussi vous vous trompez de constitution aujourd'hui comme le président de la République le fait. Mais si on respecte notre constitution, le président de la République doit s'adresser aux Camerounais, leur dire de quoi il s'agit. Voilà la rentrée scolaire qui a commencé. Il y a
au moins un quart des élèves dans l'extrême nord qui ne peuvent pas aller à l'école et les autres, même à Douala et Yaoundé, qui ont peur d'aller à l'école. Et le ministre est même obligé de prendre des mesures policières pour nos écoles pour éviter cela, alors qu'on ne sait pas où on est, on ne sait pas ce qu'on a fait, on ne sait pas pourquoi on est dans cette guerre, on ne sait pas quand on va en sortir. Le président de la République a l'obligation de s'adresser aux Camerounais. S'il veut éviter ce que la Constitution dispose, c'est-à-dire convoquer le Parlement en congrès pour y aller, ben, écoutez, s'il veut, comme à son habitude, éviter de respecter la Constitution, mais qui s'adresse au moins aux Camerounais. Si il ne veut pas que ce soit une guerre légale, qu'elle soit au moins légitime. Et je pense qu'aujourd'hui, ce qui choque les Camerounais, et ce qui me choque particulièrement, c'est qu'on est dans un moment très difficile dans ce pays. À cause de cette guerre, beaucoup de gens ne s'en sortent plus économiquement, et on vient de lancer une rentrée scolaire, une des plus chères que ce pays ait jamais connue. Des familles sont en train d'aller droit vers la faillite à cause de cette rentrée scolaire. Les conditions pour accéder à l'éducation sont devenues tellement élitistes aujourd'hui qu'on a presque plus de chances de pouvoir avoir une éducation digne si on ne vole pas pour envoyer ses enfants à l'école. Et en même temps, nous sommes en guerre et le président de la République est en vacances. Vous vous rappelez qu'il y a quelques semaines de cela, il a émis des restrictions pour le départ en vacances pour ses propres ministres. Mais s'il savait qu'il y avait du travail, pourquoi lui-même y part? Est-ce que la présence du chef de l'État sur le théâtre des opérations est importante pour remobiliser aussi les troupes et pour montrer que le président travaille? C'est cela qui va montrer que le président travaille? C'est le patron de l'armée. C'est le patron de l'armée, c'est lui qui donne le tempo. Donc sa présence est nécessaire pour motiver ses troupes, pour voir dans quel état ils vivent, pour discuter avec eux. Il y en a qui se plaignent qui ne sont pas bien payés, il y en a qui se plaignent qui ne mangent pas bien. Mais il faut que le patron y aille. Il est payé pour ça, il n'est pas payé pour aller en vacances. C'est l'argent des contribuables camerounais qui le payent pour faire ce travail-là. Il a un contrat avec le Cameroun qu'il doit respecter. Alors justement, vous parlez des mesures de prévention et de sécurité qui ont été prises lors de cette rentrée scolaire. Comment est-ce que vous avez apprécié ce dispositif qu'on a vu devant certaines écoles, lycées et collèges dans les villes de Douala et Yaoundé? Écoutez, je pense qu'il ne faut non plus faire installer une psychose nationale autour de cette situation d'insécurité, mais d'un autre côté aussi, les parents sont très inquiets avec cette situation. Nous sommes tous très inquiets avec cette situation parce que nous ne savons pas ce qui va se passer demain. Nous pensons que toutes les mesures doivent être prises et donc la mesure prise par le ministre de l'Éducation, l'enseignement secondaire, c'est ce que je voulais dire, merci, par rapport à la sécurité de nos enfants dans les collèges et lycées est salutaire, mais il faut que ça commence dans les écoles maternelles, que ça aille jusqu'à l'université et qu'on multiplie cela à tous les niveaux où il y a de la foule, c'est-à-dire dans les marchés, etc. On a vu que jusqu'aujourd'hui... Vous pensez qu'on a les moyens pour pouvoir suivre? On ne déclare pas la guerre quand on n'a pas les moyens de la faire. C'est aussi simple que cela. Aujourd'hui, nous sommes en danger. Nous avons vu aujourd'hui que Boko Haram attaque essentiellement dans les marchés. Il faut trouver des voies et moyens pour sécuriser les marchés. Sans entrer dans une psychose, sans essayer de créer la panique généralisée, non. Mais il faudrait, pas seulement dans les lycées et collèges, mais dans les écoles maternelles, dans les universités, dans les instituts et aussi, là où il frappe le plus jusqu'à présent, dans les marchés. Merci, honorable Joshua aussi d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes député SDF et vice-président national du SDF. Je voulais juste ajouter un mot. Je trouve que la situation aujourd'hui est telle, parce que c'est très important, est telle que les Camerounais sont perdus. Vous savez, quand vous n'avez pas de chef, quand vous n'avez pas de leadership... Non, nous sommes perdus, pas par rapport... Nous sommes perdus parce que nous ne savons pas où nous allons avec cette guerre. C'est-à-dire qu'on nous a mis dans une guerre, on a déclaré une guerre. Entre-temps, le président de la République va en vacances, je le répète, et nous ne savons pas ce qui arrive. Nous, quand il y a une chose aussi affreuse que ce qui s'est passé à Kerawa, il est important que le président de la République agisse. C'est son rôle, c'est pour cela qu'il est payé.
Et entre-temps, il est allé en vacances. Quand lui, il allait en vacances, on a tout de suite trouvé un avion de location. Mais quand les Camerounais qui, par excès de patriotisme, ont décidé de prendre Camerco pour venir en vacances, quand eux, ils voulaient rentrer, on ne pouvait pas trouver un avion pour eux. Et je pense que c'est pour cela qu'il faut remettre les choses en place. Il faut absolument que le président assume sa responsabilité ou la quitte. Merci, honorable Joshua aussi. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur cette même antenne.